Bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Bleu-Jaune. Je vais vous expliquer un petit peu ce que vous allez trouver en suivant cette chaîne. Tout simplement, dans un premier temps, vous allez trouver du contenu sur le mieux-être. Donc, il faut que je vous explique un petit peu qui je suis par rapport à ça, enfin, ce que je fais. Moi, je suis coach certifié et je parle du coaching maïotique, hein, pas du coaching à la mode. Le coaching maïotique, c'est un coaching par questionnement qui permet de vous révéler, voilà, de trouver les choses qui dorment en vous. Et puis, c'est dommage parce que vous avez des super outils en vous et les gens traversent leur vie sans savoir qu'ils ont. Donc, ça sert à ça le coaching maïotique ou de questionnement. Ça sert à révéler ce que vous avez déjà et qui est très précieux. Je fais aussi de la sophrologie. C'est une sorte d'hypnose avec des exercices physiques, des exercices respiratoires et puis des exercices qui ressemblent à l'hypnose. Donc on peut s'en servir à des buts thérapeutiques, on peut s'en servir pour du développement personnel, pour du mieux-être. Voilà. Je fais aussi de la programmation neurolinguistique. C'est une discipline extraordinaire, la programmation neurolinguistique, parce que vous savez, on est tous, nous, les êtres humains, des êtres de verbe. Et en fait, c'est une discipline qui connecte, ce qui est déjà connecté en nous, hein, c'est-à-dire nos états internes et le verbe. Et en fait, on a la capacité de changer nos états internes en comprenant comment on utilise le verbe, c'est-à-dire les mots, et puis aussi comment notre cerveau fonctionne, voilà, en quelque sorte. De façon très simple, c'est des exercices très simples à faire et qui sont, c'est super fort. La PNL, c'est super fort pour le développement personnel, mais aussi à vertu thérapeutique, quand on en a besoin. Il y a plein de façons de s'en servir. Et puis, j'ai une dimension, ça j'en parlerai peut-être un peu plus tout à l'heure, dans la pleine conscience. Voilà. Il y a une deuxième thématique que j'adresse, et c'est celle qui correspond à une chaîne que j'ai sur Instagram. Sachez que j'ai déjà une chaîne, elle s'appelle mieux-être.gp, comme mes initiales, Guillaume Picard. Et puis j'ai aussi une deuxième chaîne sur Instagram qui s'appelle athlète 2.0.gp. Voilà. Et alors là, je m'occupe des athlètes, bien sûr, mais pas uniquement. Parce que un de mes fers de lance, c'est de développer l'autodétermination. Que ce soit chez les athlètes, chez aussi des entrepreneurs, ou chez tous les gens qui estiment que parfois la vie est un défi et que il faut savoir les relever. Donc, sur quoi se concentrer en particulier pour, comme le titre le dit, Athlète 2.0, pour aller vers sa version 2.0, entre guillemets. On a l'habitude de parler comme ça aujourd'hui. C'est bien pratique. Qu'est-ce que ça veut dire, l'autodétermination? Ça veut dire grandir en autonomie. Grandir en autonomie, ça veut dire beaucoup de choses aussi, hein. Sur le plan personnel, sur le plan émotionnel, sur le plan de ses compétences. Donc là, c'est le deuxième pilier de l'autodétermination. Les compétences, c'est grandir en talent, faire grandir ses talents. Donc, on a déjà des talents. C'est dommage de pas les faire grandir. Il faut savoir déjà lesquels ils sont et puis les faire grandir. euh, Parce que c'est la vie, tout simplement. Grandir, c'est la vie. Et puis, des talents qu'on n'a pas forcément encore et dont on aurait besoin par rapport à ce qu'on fait, que ce soit pour mener à bien un hobby, pour mener à bien une carrière, pour mener à bien de l'entrepreneuriat, pour mener à bien une carrière d'athlète, de sportif. Vous voyez, il y a plein de situations possibles. Et puis enfin, le troisième pilier de l'autodétermination, c'est la reliance. Il y a la reliance à soi, et là, on touche une dimension pour moi qui est l'éveil de conscience. Alors, c'est très rigolo parce que en sport, il y a une forme d'éveil qu'on appelle le flow ou l'état de grâce. Les grands athlètes connaissent ça quand ils sont notamment dans des états de grande concentration, qui ils sont face à de grands défis, et puis qui sont comment, animés par à la fois le calme et puis une grande détermination.
Il y a parfois des choses incroyables qui se passent. Le mental se déconnecte et en fait, on fait les choses sans forcer à la perfection. Et c'est souvent le fruit ça nous marque à tout jamais. Ça existe aussi pas que dans le sport, ça peut exister dans plein de domaines. Ça s'appelle le flow, l'expérience de l'état de grâce, on appelle ça dans la zone aussi. Donc ça, c'est pour vous résumer un petit peu le deuxième point, athlète 2.0, et encore une fois, qui est pas simplement pour les athlètes, mais les gens qui ont envie de grandir dans leur autonomie, leur talent et leur reliance. Alors la reliance à soi, puis la reliance aux autres aussi, hein. Parce que tout seul on va vite, mais avec les autres on va plus loin. Et puis les êtres humains on est des êtres grégaires. On n'est pas fait pour être ultra individualiste. Ça, c'est la société qui nous a imprimé ce mouvement-là il y a une quarantaine d'années, peut-être une cinquantaine d'années, mais c'est pas vrai. L'être humain, on le voit, hein, souvent les gens sont suivistes, on dit qu'ils sont moutons, donc ça c'est quand. Moi, je suis pas trop d'accord avec cette façon d'appeler les humains des moutons, mais les humains sont des êtres grégaires. Ils aiment être ensemble, ils aiment le lien. Et c'est pas épanouissant d'être tout le temps tout seul, hein. Alors, et puis il y a une troisième dimension sur cette chaîne qui va pas forcément intéresser tout le monde, mais moi que je vais appeler le vivre ultimement. Voilà. Euh, qui est beaucoup plus lié à l'éveil de conscience. Euh, Certains vont employer le mot éveil spirituel, pourquoi pas, ok? Mais c'est bien de ça dont on parle. C'est quoi le sens ultime de ta vie, quoi, en fait, hein. Ça sert à quoi? Pourquoi tu vis? Alors oui, il y a le sens relatif, hein. On veut être heureux, on veut réussir, une bonne carrière, être heureux en couple, être heureux en amitié, etc., etc., avoir des hobbies, des passions. Mais ça, c'est le bien-être ou le bonheur relatif. Ok? Mais l'accomplissement euh, dans l'ultime, qu'est-ce que c'est? Bah, ça ressemble un petit peu à cet état de flow ou cet état de grâce dont je parlais, mais c'est quand ça s'installe. Là, il y a plein de mots pour en parler en fonction des traditions. Moi, les traditions que je connais, c'est la tradition du bouddhisme tibétain et la tradition du zen Soto, particulièrement au Japon. Bon, dans le zen Soto, on parle de Satori, hein. Euh, Chez les Tibétains, ils parlent ben, de l'éveil. Voilà. Alors, chez les catholiques, ils parlent de s'unir à Dieu, peu importe les mots. Dans le New Age, on parle de se fondre dans la source. Certains parlent de réaliser le non-soi, le non-ego. D'autres parlent de réaliser le, le, le soi divin. Bon, voilà, c'est que du vocabulaire, tout ça. OK? Et qui correspond à une réalité. Une réalité au bout du chemin. Et alors, ça peut paraître ambitieux, les gens peuvent se dire, oh, c'est pas pour moi ça. Mais il faut savoir que quand on se met en chemin, on a déjà des fruits. On a déjà des fruits parce qu'on est en contact avec le sens. Et l'être humain, c'est ce qui cherche avant tout à être en contact avec le sens. Alors, on n'est pas obligé d'aller dans la spiritualité pour trouver du contact avec l'essence, avec le sens, hein. On peut notamment vivre en fonction de ses valeurs, etc. Mais ça, ces valeurs, quand même, plus. Vous savez, il y a une pyramide de Maslow, comme on dit. Maslow, c'était un psychologue, et beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, je suis sûr que vous connaissez. Et puis, ça commence par des besoins de base. Et puis, en haut, on arrive à des besoins identitaires. Et puis, après, à des besoins qui sont liés à au-delà de moi. Au-delà de moi, donc au spirituel, au collectif, etc. Alors, je sers qui, moi, en fait, à travers cette émission? Ben, je vais vous le dire, les gens à qui j'accorde beaucoup d'attention, peut-être 80% de mon attention, sont les gens qui connaissent des états de stress aigu, notamment au travail. Alors, il y a pour plusieurs raisons, mais il y a une grosse raison de l'accroissement du stress au travail ces dernières décennies, hein, c'est que
le modèle du travail a complètement changé et ce modèle au niveau du système, bien souvent, pas à chaque fois, mais bien souvent, il est euh, dommageable pour les gens. Les gens parlent de toxicité, de management toxique, de pervers narcissique au travail, de choses comme ça. Parfois, c'est un peu exagéré, mais je vous expliquerai que le système a changé, notamment dans les années 90, et que ça a été remplacé par un autre système. Et à partir de là, les gens ont serré les dents pendant 5 ans, 10 ans, et puis il y a eu après une épidémie de burn-out, de gens qui ont connu l'épuisement beaucoup plus vite qu'avant, quoi, parce que il y a une perte de sens avec ce qu'était le travail avant et ce qui est devenu le travail après. Donc, tous les gens qui sont là-dedans et puis voilà, qui sont en prise à des voilà, à du stress aigu quand même, hein. Ça peut être de la tristesse aussi, ça peut être de l'angoisse, de l'anxiété, des choses comme ça, ok, assez sérieuses et qui vous diminuent dans vos capacités professionnelles, notamment. Et puis dans votre joie, voilà, au quotidien. Alors là, moi, j'utilise des choses qui viennent de tout ce que j'ai connu, parce qu'il faut savoir que je suis resté 15 ans quasiment, j'ai failli devenir moine en fait, très proche de maître et de tradition. Je suis pas devenu parce que je suis père de famille et donc je pouvais pas dire bon bah ciao la smala, je m'en vais et papa va devenir moine, démerdez-vous. C'était pas possible, ok? Donc mais je suis pas du tout au-dessus de quiconque. Je suis plutôt un randonneur, on pourrait appeler ça un randonneur spirituel, par exemple, si vous voulez. Et je propose de randonner avec vous. Voilà. Parce que je me suis déjà cassé la figure à plein d'endroits, donc je connais un peu les pièges. Je connais pas tout, bien sûr, clairement. Mais je connais déjà un peu les pièges et parfois c'est sympa de randonner à plusieurs. Alors, voilà. Si vous sentez que c'est pas la joie, que voilà, vous êtes habité par du mal-être. Alors, moi, j'utilise des techniques qui viennent de la pleine conscience ou la pleine conscience du cœur qu'on appelle heartfulness et qui sont complètement connectées aux traditions dans lesquelles j'ai évolué. La sophrologie est complètement aussi connectée à ces traditions parce que son créateur s'en est servi pour faire la sophrologie. Ce sont des types de séances ou d'exercices que je fais vivre aux gens en, en séance individuelle, parce que c'est à encadrer, ok, pour que vous compreniez comment le faire. Et c'est vraiment des façons de le faire et des résultats qu'on n'obtient pas par exemple, en hypnose. On n'obtient pas ces résultats ou dans les TTC, c'est-à-dire les thérapies courtes, comportementales courtes. On n'obtient pas ces résultats parce qu'on s'attaque pas à la cause. Et la cause fondamentale du mal-être, j'essaie de convaincre personne là, juste simplement je vous le dis comme je le pense, c'est la saisie du mental ego ou la saisie d'un soi. Voilà. Donc ce sont des exercices qui vont éroder cette saisie d'un soi. On va pas l'annuler complètement du jour au lendemain, hein, mais il faut savoir que l'éveil, au bout du chemin, c'est ça. C'est la disparition, ou plutôt la disparition, parce que on dit que c'est une illusion, donc de cette illusion du mental ego. Voilà. Et à ce moment-là, il y a la révélation de notre pleine nature, qui est complètement au-delà de tout ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui, avec un fond de sagesse innée, un fond de contentement inné, un fond de joie, une joie pour rien inné, et un fond c'est ça, d'amour, de compassion, c'est-à-dire euh, de la préoccupation naturelle qu'on peut se faire envers son prochain. Voilà, c'est des états naturels. Mais mieux-être, c'est pas simplement fait pour
voilà, ceux qui souffrent dans du management toxique au travail. Ça peut, si vous êtes curieux et que vous voulez grandir en autonomie émotionnelle, savoir réguler ses émotions. Vous savez, les émotions, c'est ce qui peut vous mettre dans les états, les pires états, et puis dans les meilleurs états qui existent. Alors, devenir maître en régulation émotionnelle, ça peut parler aussi à plein d'autres gens. OK? Ensuite, je sers les gens qui s'intéressent à Athlète 2.0, l'autodétermination et puis une certaine activation de la performance. On vit pas dans un monde facile. C'est intéressant d'être performant, de savoir comment fonctionne la performance. Et puis, avec moi, l'avantage, c'est que on part toujours en premier lieu de l'écologie. L'écologie, ça veut dire votre bien-être. L'écologie interne, votre écologie interne, ou votre mieux-être. C'est la base. À partir de cette base, on commence à développer l'autodétermination, les causes de la performance, la compréhension de la performance. Ça peut vous aider pour faire plein de choses. OK? Si vous voulez mieux vous en sortir au travail, si vous voulez mieux vous en sortir dans votre projet entrepreneurial, il y a des entrepreneurs peut-être qui m'écoutent. Si vous voulez mieux vous en sortir dans votre ascension sociale, par exemple. Voilà. Ou les athlètes qui m'écoutent dans votre sport, dans votre carrière sportive, bien sûr. Et enfin, qui je sers? Eh bien, je sers ces gens. Si vous êtes, je bois un petit café, je bois une petite gorgée avant qu'il refroidisse. Voilà. Santé. Si vous êtes, comme moi, des randonneurs spirituels, eh bien, je vous invite à ce qu'on le fasse ensemble aussi, tout simplement. Donc, là, je vais partager des choses que je connais, des principes. Alors, des principes qui peuvent venir d'Orient ou d'Asie, hein, parce que le bouddhisme et le Zen Soto, ça vient d'Asie. Mais maintenant, c'est mondial, parce que il y en a plein partout autour de la planète. Par exemple, il y a une diaspora, elle est tibétaine, elle est mondiale. Ils ont répandu ça partout autour de la planète, même en Afrique. Voilà. Vous voyez? Et puis, c'est pareil pour le Zen. Puis dedans, il y a des principes universels. Il n'y a pas besoin de mettre des étiquettes. Voilà. Mais il y a une certaine logique, OK, qui vous permet de valider des points quand même. Parce que d'être lié aux traditions, l'avantage, c'est que vous êtes dans une filiation. Une filiation, c'est-à-dire que c'est toute une chaîne de maître à disciple. Et vous savez, dans ce milieu-là, quand on parle de relation de maître à disciple, c'est l'éveil qui se passe. Comme un bâton de parole, on passerait un bâton de parole dans un groupe de parole. Là, c'est l'éveil qui s'actualise chez un disciple, qui devient un être éveillé et qui lui va devenir un maître, qui va passer à un autre disciple, qui va devenir éveillé. Et il y a des chaînes ininterrompues comme ça dans des lignées depuis plus de 2000 ans. Donc, c'est super intéressant. C'est quasiment une observation scientifique qu'on a de la façon dont c'est fait. Donc, on va parler de ça. Et puis aussi, vous savez, ça fait pas tout. La spiritualité, ça fait pas tout. C'est un peu l'objet de ma chaîne aussi parce que, en tant qu'être humain, on n'est pas moine. Vous n'êtes pas moine. Peut-être qu'il y en a qui m'écoutent des moines. Ben, bonjour à vous. Mais sinon, la plupart d'entre vous qui m'écoutez, on n'est pas moine. Donc, j'allais dire peut-être manière un peu provocatrice, vous n'êtes pas pris en charge dans un monastère. Vous n'êtes pas nourri, logé, blanchi. OK? Vous avez votre vie à vivre aussi. Et c'est un challenge de vivre la vie. Parce que il y a le travail, euh, il y a la famille, il y a plein de choses à s'occuper, il y a les amis, il y a plein de choses à s'occuper, la maison, les choses matérielles. Donc les conseils des moines, ils sont super pour l'ultime, mais pour le relatif, il y en a beaucoup, on repassera, on repassera. Donc c'est comme ça, ce chaînon manquant, ok. J'ai beaucoup d'estime pour les moines, mais quand ils sortent de leur rôle, ils sont pas bons. Voilà. Alors, il y a besoin de gens, et pas que moi, il y a besoin de vous aussi, qui avez déjà un parcours dans le spirituel, et puis dans la vie, euh, incarné, dans la vie, non pas d'un moine, mais dans la vie d'un homme, d'une femme, qui vit une vie, j'allais dire, presque normale, ok? Donc, c'est extrêmement important. On a besoin de ces gens-là qui s'expriment et qui sont sur les deux tableaux.
parce qu'on a besoin aussi de s'épanouir dans le relatif, dans le matériel, parce que sinon on n'est pas sécure. Donc, on a besoin de deux niveaux. Besoin de sécurité, et puis on a besoin de s'élever. Il y a aussi des principes là-dedans qui sont, on appelle ça les paramitas en sanskrit. Alors je cherche le mot, c'est des sortes de vertus ou des valeurs dites supérieures, en tout cas qui permettent d'accumuler les causes de votre réveil futur. Voilà. Et l'une des premières et des plus puissantes, c'est le don, la générosité. La générosité, ça peut être tout simple, hein. C'est déjà de prendre conscience que ce que vous avez complètement dans le fond, c'est quelque chose de fondamentalement bon. Donc, vous avez envie que ça vienne à la surface, parce que quand ça vient à la surface, ça rayonne sur les autres, et les autres en profitent aussi. Donc, elle est déjà là, la générosité. Après, bien sûr, elle peut aller plus loin. Euh, et puis, il y a la patience, la persévérance. Voilà, la sagesse, l'éthique, des choses comme ça. Et plus près de nous, plus près de nos gènes, en fait, il y a les quatre vertus cardinales de d'Hippocrate. Parce que vous savez qu'Hippocrate, c'était un médecin grec, mais c'était aussi un philosophe. Ok, donc on a rattaché beaucoup à lui. Et dans les quatre vertus cardinales, ou quatre valeurs, on pourrait dire suprêmes, cardinales, vous retrouvez les six paramitas du bouddhisme. On peut les retrouver, en tout cas, on peut les caser. Parce que il y a la justice. La justice, c'est l'idée du bien, de ce qui est juste. Il y a déjà un amour du bien, c'est pas juste la justice des tribunaux. Ok? Vous avez le courage, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, on comprend que le spirituel peut beaucoup aider là-dedans. Ok? La tempérance. Maîtrise de soi, la tempérance. Et puis vous avez aussi la prudence qu'on appelle. Prudence, je dirais de manière moderne, je dirais plus l'action avec itération. Vous savez, une itération, c'est que j'agis, je regarde le feedback et j'améliore la fois d'après. Comme ça, je grandis en sagesse, je grandis en prudence, etc. Mais j'agis d'abord, c'est d'abord l'action. On souffre trop d'inaction dans notre société. Les écrans, les séries télé, enfin les séries Netflix ou des autres marques, peu importe. On vit à travers des héros, on vit par procuration, le cinéma, etc., les jeux vidéo. Non, non. Vivez votre vie. Enfin, faites ce que vous voulez, mais en vivant votre vie, parce que vous allez connecter avec le sens. Et le sens, chez les humains, ça fait partie des choses qui épanouissent le plus. Alors, qu'est-ce que je fais vraiment? Je vais répondre à cette question. Je vous ai déjà un petit peu répondu, je crois. Même, je crois, globalement à cette question. Qu'est-ce que je vais faire ici? Bien sûr, je vais vous parler parce que c'est le coaching, pour employer un terme générique, hein, le coaching d'éveil, le coaching de performance ou le coaching de mieux-être. Voilà, ce dont je vis. Ok? Mais ici, je suis pas là pour vous forcer à quoi que ce soit. C'est pas du tout l'intention de la chaîne, c'est l'intention, c'est de communiquer et puis aussi de vous faire vivre des bons moments parce qu'on va faire des exercices de mieux-être, on va faire plein de choses ici. Je vais vous raconter des histoires aussi, des contes. Vous aimez les contes? On va faire plein de choses sympas ici sur cette chaîne. Alors, la dernière question, ça pourrait être pourquoi moi? Pourquoi moi et pas un autre? Alors, j'ai déjà répondu un tout petit peu. Vous comprenez, je vais dire déjà, pourquoi le mieux-être? Ouh, je vais vous raconter une anecdote. On est en 2009, je suis à Bodh Gaya. Donc Bodh Gaya, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'endroit le plus sacré, enfin l'un des endroits le plus sacré d'Inde, parce que ça serait là où le Bouddha Gautama, là, Siddhartha Gautama, ou Sakyamuni, c'est son nom, Sakyamuni, une fois qu'il est illuminé, eh bien, justement, a connu l'éveil. Alors, il y a un pèlerinage, et puis, en fait, moi, je sortais
d'un épisode compliqué où il y a plein de choses qui s'effondrent en même temps. Alors, je suis en train de me promener dans le Main Temple, le temple principal de Bodh Gaya, où il y a cette grande structure qu'on appelle un stupa. Les gens circumambulent autour, c'est-à-dire qu'ils marchent autour. Et un journaliste vient me poser une question en anglais. Je parlais très mal l'anglais à l'époque. Je ne parle pas beaucoup mieux encore aujourd'hui, mais et puis il me demande, mais qu'est-ce qu'un occidental comme vous fait là finalement? Ah, je lui ai répondu, en fait, ce qui m'intéresse ici, euh, c'est d'aller au-delà parce que en bon occidental, j'ai fait implicitement ce qu'on m'a dit de faire pour être heureux, c'est-à-dire que j'ai fait de mon mieux à l'école, j'ai fait de mon mieux pour avoir un bon travail, j'ai fait de mon mieux pour rendre heureuse euh, ma compagne, mon enfant, etc., mes amis. Et puis il y a impermanence oblige. Ben je lui ai dit ben voilà il y a eu la séparation, le divorce quoi. Et puis derrière la maison il fallait s'en séparer aussi. Alors c'était aussi quelque chose qui avait de la valeur, que je perdais. Et puis de plus voir mon fils là pendant des mois parce que c'est pas une séparation qui s'était bien passée. Ça m'a brisé le cœur quoi à l'époque. Euh, Ça m'a mis dans un état pas terrible. Du coup, au travail, j'étais plus performant, j'ai perdu mon activité. Et puis là, j'ai vraiment plongé. Voilà. J'ai fait moi aussi ce burn-out à l'époque. Ça remonte déjà il y a 20 ans, hein. Et puis derrière, j'ai fait une bonne année, pas tout à fait, mais on va clairement nommer une dépression. Alors, voilà, je lui disais à ce journaliste, qui faisait un micro-trottoir, en fait, hein. Ben, au-delà de ça, ben, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai découvert aussi qu'on peut être bien indépendamment des circonstances extérieures. Et ça, c'est la découverte que j'avais fait à l'issue de ma dépression. C'est pour ça qu'elle est passée d'ailleurs. C'est parce que j'ai réussi à me mettre dans ces états de flow, de grâce, des samadhis ponctuels, hein. Ça s'est pas installé, mais qui font que waouh, on touche à une autre qualité. Et quand vous touchez à cette qualité, elle vous aide. Ok? Alors, ici, ce que je vais pas faire non plus. Allez, je vais raconter une histoire pour illustrer ça. Tout le monde connaît l'histoire du lièvre et de la tortue. Je veux pas vous la raconter parce qu'en plus c'est en vieux français, puis je la connais pas par cœur, de Jean de La Fontaine. Mais c'est un petit peu une allégorie, une métaphore. Vous vous rappelez l'histoire? C'est une tortue, il se lance un défi, il y a le lièvre, il y a la tortue, il y a une ligne d'arrivée, c'est le premier qui arrive. Le lièvre est mort de rire. Donc, tu vas faire pour me battre. Ok. Alors la tortue, elle a de la suite dans les idées, parce que sa ligne d'arrivée, c'est l'éveil spirituel. Ok. Donc elle a un focus. Elle marche. Elle est dans la présence. Ok. Elle est dans sa marche méditative, on pourrait dire, et puis elle avance, elle avance, elle avance. Elle se laisse distraire par rien. C'est un peu chiant, mais c'est sa condition. Et le lièvre, alors lui, bah, il peut s'éclater sur le chemin. Il y a plein de distractions. Il y a des gens à aller voir à droite, à gauche. Et puis, dans le monde spirituel, c'est ça. C'est vous avancez et parfois, quand vous touchez cette nature-là, vous avez des sortes de dons qui apparaissent ou pas. Et c'est pas parce qu'il y en a qui ont des dons qui apparaissent et d'autres pas qui sont moins avancés spirituellement. Ça n'a rien à voir. C'est des phénomènes psychiques, on pourrait dire, hein, qui se développent. Voilà. Alors, il y en a qui vont développer de la médiumnité, il y en a qui vont pouvoir parler, soi-disant, à des guides ou des anges gardiens. Il y en a qui vont pouvoir aller dans les mémoires akashiques et puis soigner les gens à distance, etc. Pour moi, il y a énormément de bullshit là-dedans. Excusez-moi si ça choque certains, parce que je pense qu'il y en a qui ont de sortes de dons, des capacités psychiques. Mais 80%, ils sont là pour monétiser. Bah, c'est ce que je pense, hein. Bon, peut-être ils ont eu des intuitions, et puis voilà, ils disaient, moi je suis chaman, voilà, le nombre de chamans.
Quand on écoute certes, on a l'impression qu'il y a il y a des dizaines de milliers de chamans rien que dans notre pays, quoi. C'est pas possible. Et le problème de ces distractions, c'est que vous oubliez ce que vous avez à faire. Vous êtes fasciné par des choses qui sont secondaires parce qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'atteindre, d'aller jusqu'au bout. Vous voyez? Si on rate cette opportunité, j'ai un ami qui disait en ce moment, c'est un peu le dernier train vers l'éveil. Ben, c'est un peu ça. C'est précieux. On a une existence humaine, comme ils disent dans le bouddhisme. Et puis, si on la passe à faire d'autres choses, c'est mon point de vue, vous formalisez pas. C'est que mon avis. Euh, et qu'on en oublie l'essentiel, si vraiment on est attiré par ça, eh ben, on va pas y arriver. Ou en tout cas, on va pas créer cette empreinte de cheminement qui éventuellement pourra se répéter dans les autres vies. Vous voyez? Donc c'est dommage de pas se servir de cette précieuse existence humaine pour réaliser l'essentiel. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que il y a comme 10 terres de l'éveil. Ce sont 10 niveaux. Vous voyez? Et quand vous arrivez, déjà, rien qu'au premier, les premiers niveaux, vous pouvez développer des talents, des sortes de dons, des capacités extrasensorielles, etc. Mais il y a un stade où vraiment il faut aller, c'est la sixième terre. Il y a 10 terres, hein, je vous ai dit. Dixième terre, c'est parfait Bouddha, fait éveil. Ou parfait Christ, ou saint, voilà. Quelle que soit sa religion, enfin, c'est un état, ok, auquel vous êtes après, de conscience. Eh bien, au sixième, vous réalisez le non-ego, le non-soi. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez hacké le système. C'est-à-dire, vous pouvez plus retomber en arrière une fois que vous avez réalisé la sixième terre, le sixième niveau. Et le problème, c'est que tant qu'on n'est pas au sixième, on peut retomber à la case départ. C'est comme au Monopoly. T'arrives sur la carte chance, ah, non, pas de chance, retourne à la case départ. Vous voyez pourquoi c'est important? Pourquoi ça a son importance? Après, on peut être d'accord ou pas avec moi. Moi, je vous parle de ce que disent les traditions. Puis, une autre image que j'avais, c'est Ulysse. Vous savez, l'Odyssée d'Ulysse, il est, Ulysse se fait à un moment donné, il demande à ses marins de se faire attacher aux mains. Parce que les plantations sont trop fortes, il y a des sirènes qui arrivent. Et les marins n'y résistent pas. C'est tellement puissant, la force d'attraction, que les marins meurent entraînés par les sirènes au fond de l'océan. Se laisser séduire par quelque chose qui n'est pas valide, qui n'est pas juste, ben, c'est risqué de se perdre. Ok. Dark Vador, dans Star Wars, se perd. Il touche à ses pouvoirs, et puis ce qui lui plaît, c'est le côté obscur de la force. Alors, ben voilà, ben, il se perd. Et il y en a plein qui disent, oh, ouais, mais c'est pas grave, Dark Vador, c'est cool, j'aime bien ressembler à Dark Vador. Moi, ce que j'aime bien leur dire, c'est, t'as vu à quoi il ressemblait quand tu lui enlèves son masque ou son casque? Hein. Donc, enlève-lui son casque et repose-toi la question, est-ce que t'as encore envie de lui ressembler? Et encore une fois, je juge personne, chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre, ok? Et on développe en fait en conscience les choses. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez lire le descriptif de la chaîne pour voir ce qui nous attend ici. Et puis, pour ceux qui veulent vivre cette expérience, justement, que j'ai appelée lâcher prise 2.0, où euh, on va vivre quelque chose de tout nouveau, je pense que vous ne connaissez pas, qui va permettre non seulement que vous commenciez à comprendre ce que c'est que de passer maître en régulation émotionnelle. Vous allez comprendre très vite, pas besoin de faire des années de yoga, de méditation. Vous allez comprendre ça en une séance. Et après, ben, ça sera un entraînement à continuer et ça permettra d'avancer sur les deux tableaux. Votre bien-être relatif, c'est-à-dire que ça fait passer moi, ça m'a fait passer, j'ai fait quasiment un an de dépression. Et derrière, quand j'ai connu ça, ça m'arrive encore d'avoir des sentiments puissants de dépression. Ça m'arrive parce que je suis un être humain comme tout le monde. Mais quand j'ai ça, et avec la technique que je vais vous transmettre en séance, je fais passer ça
en 15 minutes chrono. Et c'est pas des histoires. Normalement, c'est pas possible. Ben, ça passe. Donc, du mal-être très puissant, comme aussi de l'anxiété, des deuils, même des deuils amoureux, des deuils tout court. Parfois, il y a des deuils qui se passent mal et on est complètement submergé par l'émotion, ou un peu plus, et les gens prennent des substances. Et ben, c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. Bien sûr, les gens doivent continuer à aller voir les médecins, mais il y a d'autres moyens, bien sûr. Ok, il y a aussi d'autres moyens. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous êtes intéressé par ça, j'ai une super offre en ce moment. N'hésitez pas à cliquer sur les liens et pour vous retrouver dans mon site. Et puis faites au moins l'appel gratuit, ça me fera plaisir de boire un café avec vous, de vous connaître, d'échanger avec vous. Je vous raconterai comment je travaille et puis après, chacun est libre de suivre qui il veut. On est OK? Alors, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.